Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Essor Franco, le balado, qui parle de ceux qui osent entreprendre en français en Ontario. Avant de démarrer, je tiens à remercier le gouvernement du Québec et de l'Ontario qui permet de financer ce podcast avec le programme du PAFC, le programme d'appui à la francophonie canadienne, mais également l'endroit où nous nous trouvons aujourd'hui, où nous avons la chance d'enregistrer cet épisode, l'EIRI du Collège Montréal, l'espace d'innovation, de recherche et d'incubation Desjardins dans le Collège Boréal à Toronto. Je suis Nicolas, je serai votre hôte et j'ai le plaisir de vous accompagner pour cette saison. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Anne Martin, directrice de l'école Montessori Home, LMMH. C'est bien ça? Oui, bien dit. Bonjour, merci d'être là. Bonjour, merci. J'espère que déjà ça va bien. Oui. Et toi? Très bien, je suis très content de t'avoir parmi nous et surtout d'en prendre un petit peu plus sur ton parcours. Donc je te propose de commencer dès maintenant et que tu me racontes un petit peu où tu as commencé. Tu pars du Québec finalement, c'est là où tu as démarré tes études. Si je me trompe pas, c'était sur le marché de la mode, c'est ça que tu as démarré? Collège La Salle, mise en marché de la mode. Très bien. C'est ce qui m'intéressait. Alors mes parents ont dit pour qu'elle finisse ses études, on va la diriger vers un programme dont elle est intéressée, qui était la mode, tout ce qu'il y avait, mais ça touchait tout, étant Nike, vraiment la mode, marketing et dans tous les D'accord, aspects. donc le marketing qui s'applique Surtout. aussi là-dedans. Mm-hmm, oui. OK, qu'est-ce que tu fais après cette école justement? Après ça, j'étais à UQAM. Oui. J'ai fait un certificat en administration. D'accord. Et ensuite, j'ai commencé à travailler. Et tu as commencé à travailler dans quel domaine? Alors, raconte-moi un En petit peu. communication, une compagnie que j'ai peut-être plus connue aujourd'hui, mais ça s'appelait Cantel, D'accord. qu'on connaît comme Rogers aujourd'hui. On a lancé les premiers téléphones cellulaires digital. Non, c'est pas vrai, c'est pas avec Cantel. J'ai fait ça à Montréal aux comptes nationaux. D'accord. Et ensuite, je suis déménagé en Ontario en 97. D'accord, en 97. J'ai rencontré un Anglais qui pouvait pas venir au Québec travailler. Alors, moi, je suis venu en Ontario. J'étais bilingue. Donc, c'est un petit peu l'amour à ce moment-là qui t'apporte en Ontario. Oui. Je sais que tu as eu une expérience avec LG aussi. Alors, quand je suis arrivée en Ontario, j'ai commencé avec Qualcomm, D'accord. qui était une compagnie basée à San Diego, qui lançait, eux, leur premier téléphone cellulaire digital au Canada. Et ils cherchaient quelqu'un de bilingue pour que je couvre les deux territoires, l'Ontario et le Québec. Alors, ça n'a pas été long que j'ai été offert le poste. Oui, c'est ça. Tu m'as dit, on a parlé un petit peu avant l'enregistrement, mais tu m'as dit que parler français, finalement, quand on arrive en Ontario, ça fait qu'on trouve un travail assez facilement. Je t'avoue, c'était pas mal une blague. Je veux dire, j'ai jamais eu de problème à avoir des emplois au Québec, mais ici, c'était vraiment, quelle position veux-tu, ma chère fille bilingue, pleine d'énergie du Québec? Et j'ai commencé la première fois avec une compagnie qui s'appelait Lotus. D'accord. Qui était les ordinateurs, mais je te supporte au ventre, j'ai dit, je peux faire plus. Mais exactement, j'ai jamais manqué d'emploi ici, puis surtout au fait que je suis bilingue. Ouais, tu dirais que l'Ontario, c'est vraiment une terre où on peut trouver, économiquement parlant, c'est intéressant, on peut trouver du travail, ça bouge, le marché de l'emploi est quand même intéressant. Absolument. Puis écoute, le Québec est quand même une province qui a un bon marché. Tout à fait, bien sûr. Alors, l'Ontario veut toujours faire affaire avec le Québec, sauf qu'ils n'ont plus les bureaux chefs comme qu'ils avaient. Ouais. Alors là, c'est des gens qui sont basés à l'Ontario, qui couvrent autant le Québec que l'Ontario. Mais c'est sûr, en Ontario, c'est à Toronto surtout. Je devrais pas dire l'Ontario, Centre mais financier un petit peu, l'épicentre un petit peu économique, tout du moins du Canada. Oui, il manque pas d'emploi. Bon, très bien. Qu'est-ce que tu fais après cette expérience du coup Après ça, j'ai été chez LG, comme tu as mentionné, qui était dans le même domaine. J'ai eu un enfant. Il allait à une garderie que j'ai choisie parce qu'il était sympathique. Oui. Moi, j'aime bien les câlins. Encore, je viens du Québec. Ou parce que je suis française, je pense que aussi. Oui, Là, on a, un peu comme les Européens, on aime les câlins et tout. Et ça n'a pas été long que j'ai vu que qu'est-ce qu'il apprenait était très avancé. Oui. Et que mon fils aimait qu'est-ce qu'il faisait, qu'il aimait aller à la garderie, qui ça donnait être une Montessori. D'accord. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai commencé, parce qu'au Québec, on n'a pas vraiment de Montessori. C'est là que j'ai commencé à connaître la méthode. Je trouvais ça super. Mon fils, il avait 3. En 4e, il devait aller à pré-maternelle parce que les écoles francophones en Ontario, c'est très compliqué, là, mais si tes parents ont été une école francophone, tu peux aller à l'école francophone en Ontario. Sinon, faut que tu aies une immersion. Une immersion, elle commence en première année, qui est trop en retard. Et les écoles francophones, ils commencent à pré-maternelle. Je faisais ma recherche.
J'étais pas épatée nécessairement par la méthode d'éducation, surtout. J'aimais que c'était des francophones, mais la méthode m'épatait pas. Une journée, j'arrive à l'école chercher mon petit, ils sont tous bouleversés. Qu'est-ce qui se passe? Les propriétaires, ils ferment l'école. J'ai dit, regarde donc. Moi, je suis pas à l'école, je veux pour mon fils. Au collège, La Salle, c'était vraiment un cours d'entrepreneuriat. Et j'ai toujours eu le goût, là, ça m'a toujours resté parce qu'on a appris comment partir de lancer un produit dans le temps. Oui. Puis là, j'étais ding, 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 école, Montessori, j'adore. Là, je convertis en français pour mon fils. Let's go. Finalement, c'est l'expérience avec ton fils qui t'a amené déjà à découvrir cette méthode, on va y revenir. Oui. Mais surtout à te dire, j'ai pas envie que ça s'arrête pour lui, j'ai envie de continuer cette aventure. Et donc, tu t'es intéressé de plus en plus. C'est là que vraiment que tu t'es intéressé à l'entrepreneuriat. Tu me disais en pré-production que tu avais quand même eu cet esprit entrepreneurial qui est resté quand même au fond de toi. Tu avais testé plein de petites choses différentes, c'est ça, hein? Oui. Tout au long de ton parcours professionnel. Mais là, vraiment, ça a été le déclic pour lancer quelque chose de très sérieux et de te lancer à fond dedans. Je vais dire, la première chose, c'est que c'était aucune question que mon fils serait pas bilingue. Oui. Il allait parler français, c'était clair. Alors ça, c'était la première chose. Mais quand j'ai trouvé la méthode d'apprentissage qui était, tant qu'à moi, beaucoup plus meilleure que notre système traditionnel qui est un peu hors daté maintenant, j'ai pris l'occasion. Puis parce que j'avais toujours l'idée d'être entrepreneur. Alors tout de suite, j'ai amené la directrice à la maison. Puis j'ai commencé à faire mes chiffres et à regarder qu'est-ce que ça prendrait. Et j'ai été voir mon comptable, j'ai fait mon plan d'affaires, parce que ça prend toujours un plan d'affaires. Absolument. Il y a beaucoup de choses, les gens pensent que c'est important d'enregistrer ton nom et tout ça, mais ça, vraiment, c'est pas la priorité. C'est le plan d'affaires, est-ce que tu as les moyens? Parce qu'au début, on perd d'argent quand on commence une entreprise, en général. C'est un peu normal, mais autant que tu as un break-even après 5 ans. Alors, j'avais fait tout ça basé de mon cours d'entrepreneur du Collège La Salle. Oui, tout à fait. C'est effectivement, tu me l'avais dit en pré-production, tu avais suivi ce module-là d'entrepreneuriat du coup au Collège La Salle qui t'avait déjà donné je veux dire peut-être des petites bases. Après, j'imagine que sur le tas, bien entendu, c'est là que vraiment t'as pris conscience de tout ce qu'il fallait préparer. Tu parles du plan d'affaires, business plan. Effectivement, ça c'est quelque chose que bien sûr on recommande avant de lancer n'importe quelle mission entrepreneuriale, c'est connaître son environnement. Encore plus, je pense, quand on vient d'un pays, d'une province qui est différente. Le marché est différent, la culture est différente. Pour certains métiers, la réglementation est différente. Il faut toujours adapter un petit peu et connaître bien l'environnement dans lequel on va évoluer. Oui. Puis on parle encore en 2003. Ouais. Alors, dans le coin où que je suis, ça se développait. Alors, c'est aussi faire des projections. Combien d'élèves est-ce que je peux avoir? Bien sûr. Il y en a combien qui sont francophones? Combien que c'est des entrepreneurs ou des gens d'affaires qui comprennent les avantages d'être bilingue? Alors, aller à l'hôtel de ville, faire toute cette recherche en même temps qui m'apportait à dire, oui, c'est un plan de match. Et je pense qu'ils ont doublé ou triplé les maisons dans mon quartier autour de l'école quand je l'ai commencé. Impressionnant. Alors, je savais que ça s'en venait. Il y avait vraiment une demande, en fait. C'est pour ça que peut-être j'ai plus perdu au début parce qu'il fallait attendre là, que les maisons se bâtissent. Oui, ça reste un investissement. Hein. Avant tout, l'entrepreneuriat, on sait que pendant peut-être les 2-3 premières années, ça va être quelque chose sur lequel il va falloir tenir. C'est aussi... moi, je dis toujours un métier de passion parce qu'il faut savoir quand même faire face aux défis que ça apporte. J'aimerais quand même parler pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la méthode et les écoles Montessori. Est-ce que tu peux me dire en 2 mots, en fait, finalement, principalement ce qui définit l'école Montessori ou la méthode Montessori, si c'est bien ça, si je le dis avec les bons termes, par rapport au système classique? Premièrement, je suis une fille puis je suis française. Alors, en 2 mots, ça se fera pas. mais je vais essayer de le garder bref. Qu'est-ce qui m'a attiré, c'est qu'il c'est vraiment centré sur l'individualité. Alors, on suit l'enfant parce que, écoute, on voit des jumeaux identiques qui pensent pas pareil. Alors, les plans par les enseignants sont faits en vigueur de les progrès de chaque enfant individuellement, pas sur une classe. Et aussi le fait qu'ils sont beaucoup d'indépendance. Quand j'ai vu mon fils à l'université, les jeunes arrivaient à l'université, ils savent pas où aller, quel cours prendre. C'était facile pour mon fils. Quand t'arrives à l'université, il y a personne qui dit « OK, oublie pas d'étudier, ça va être sur l'examen ». Ils disent même pas quel livre acheter. Alors, le fait qu'il était indépendant à cause de sa formation Montessori, depuis très jeune surtout, c'était pas un défi. Pour lui, c'était normal. Ouais. Alors, l'indépendance, suivre l'enfant, et aussi le fait que quand on apprend, c'est pas juste la touche, le regard puis l'écoute, c'est tous les sens qui sont impliqués. Et on apprend tous de différentes façons. Alors,
C'est un peu comme dire... oui, c'est ça. On apprend de toutes sortes de façons. Et je vais juste finir en bref. Pourquoi l'avantage d'une autre langue avec Montessori? C'est, je dis toujours, faire la comparaison. Tu t'envoies une lecture. Tu écoutes, tes mains sont peut-être sur le téléphone, tu écoutes à peu près. Right? Tu n'en manques un peu. Ouais. Tu vas à un workshop, c'est ça, un atelier, workshop, c'est un ça. atelier, exactement. Tu peux pas être impliqué. Tu es physiquement impliqué, il n'y a pas de téléphone, alors tu apprends encore plus. Ouais, le focus est vraiment là, finalement. Alors, Montessori, pas c'est des manipulatifs, on est toujours à la touche, c'est un workshop. Alors, les enfants sont 1 à 2 grades plus haut que la moyenne. Wow, c'est impressionnant. À 5 ans, ils font la multiplication dans les 1000. Incroyable. Yeah, mais c'est à cause des matériaux. Oui. Puis eux, ils pensent qu'ils jouent. Alors, c'est vraiment C'est super assez doux cool. comme méthode, mais finalement, c'est vraiment innovant. Bon, innovant, ça fait des années que ça existe. C'est au-dessus de 100 ans, Ouais. mais pas francophone dans notre région. Ouais, tout à fait. Yeah. Je Puis si comprends. tu enseignes une autre langue, c'est la façon de le faire. C'est ça, puisque toi, en plus, ton école, elle est bilingue, elle est notamment française. Elle offre le français ou l'anglais. Ouais. Alors, il y en a beaucoup qui pensent c'est bilingue. Ouais. On n'a pas besoin d'enseigner deux choix l'anglais. distincts. Il y a assez d'anglais quand ils sortent de l'école. C'est de les vraiment faire ceux qui apprennent le français. Alors, c'est français de la journée longue dans la classe. Bien sûr. Et du coup, ça m'amène un petit peu au cœur de ce podcast qui est la francophonie. Toi, tu proposes du coup un cursus qui est en français. C'est quelque chose qui n'existait pas. Elle est située du coup à Newmarket pour être Exact, plus précis. oui. C'est quelque chose qui n'existait pas dans les alentours. Du coup, tu es allé vraiment sur quelque chose de nouveau. Tu avais analysé un petit peu, tu me parles de plan d'affaires en amont, mais tu avais analysé un petit peu qu'il y avait ce besoin en francophonie. C'était bien sûr drivé par toi, ton fils et l'expérience que tu as eue. Mais est-ce que finalement, tu voyais aux alentours qu'il y avait ce besoin-là? Absolument. Parce que, comme je disais, si tu voulais mettre un enfant dans une école francophone, il fallait que les parents soient éduqués en anglais. Oui. Mais c'est pas juste, là. Il faut à un moment donné que l'autre génération paye pas pour la génération d'avant. Et sinon, l'option, c'était d'aller dans une école immersion. Oui. La différence avec une école immersion et la mienne, c'est qu'en école immersion, ben, surtout aujourd'hui, là, à cause des Québécois, les profs qui ont venu sont à leur retraite. Il manque de profs francophones dans les écoles, c'est très clair. Et là, maintenant, au lieu d'avoir 80% de tes cours en français, l'immersion, t'es peut-être à 50. D'accord. Parce qu'ils n'ont pas assez de profs. Alors que chez moi, c'est enseigné en français du matin au soir. Wow. Et les parents n'ont pas besoin d'avoir été éduqués parce qu'aussi en Montessori, on fait pas de devoirs. D'accord. Parce que je peux pas évaluer un enfant à la maison quand il fait ses devoirs. Comme enseignante, je pourrais pas l'évaluer, je suis pas là. Ouais. Et j'ai pas besoin de savoir que son père ou sa mère sont formidables en mathématiques. Parce que c'est ça qui arrive. Et puis en plus, ça rabat l'écart, ça donne vraiment la chance d'évoluer dans l'école, dans l'enceinte de l'école, et puis séparer un petit peu l'école du cadre familial, je vais dire, ce qui se passe après. Donc, pas de devoir, ça c'est... Oui, c'est ça. Puis aujourd'hui, écoute, tout le monde doit être un joueur, le prochain Patrick Roy, gardien de but des Canadiens du temps. Il faut tous qu'il soit le pianiste, ainsi de suite. Alors là, ils ont le temps de faire toutes ces autres activités. Sans déborder, ça, oublie pas, les parents, ça travaille beaucoup aussi. Alors, Ouais, bien sûr, bien sûr. c'est un moment stressant sinon. Donc toi, tu reprends cette école-là, tu iras même jusqu'à en créer ou racheter, je sais pas exactement, tu vas m'en dire plus, mais une seconde école, c'est ça? Alors, la première était à Aurora. D'accord. Les Québécois ont de la misère à le dire, mais Aurora. Aurora. Et celle-là était jusqu'en 3e année. D'accord. Et là, les parents disent, où est-ce qu'on va après? Où est-ce qu'on va après? Alors, j'ai acheté une 2e à Newmarket qui allait jusqu'en 8e. D'accord. Et voilà. C'est comme ça que ça s'est fait. Là, je me retrouve avec Newmarket. Ok. Et alors, pourquoi aujourd'hui, tu es revenu à une école sans entrer forcément dans le détail, mais c'était difficile à gérer en tant que de gérer 2 établissements à la fois? C'était le marché? Premièrement, quelqu'un a cogné à la porte. Oui. Comme entrepreneur, c'est une opportunité qu'on peut. Et à ce moment-là, ça faisait... Là, je suis 22 ans, ça faisait 18 ans, ça en faisait 10... Au moins que j'en avais 2, c'est beaucoup à gérer 2. Oui. Je suis toujours été célibataire maman. Oui, bien sûr. Puis l'opportunité. Honnêtement, je cherchais pas à vendre, mais c'était l'opportunité. Qui s'est présentée, donc tu en as profité, c'est tout à ton honneur. Est-ce que, du coup, je reviens un petit peu à la base, tu me dis justement que tu étais maman célibataire en plus. Oui. Comment ça se fait, c'est un challenge, j'imagine, de gérer cet aspect-là, puis l'aspect entrepreneurial, se lancer, se mettre à fond et se donner toutes les chances de réussite en entrepreneuriat. Comment toi, t'as vécu tout ça? Tu veux le truc, hein? Tu veux savoir c'est quoi le truc? Des bons employés. Tu donnes à tes employés, tu vas recevoir.
Moi, au Génial. début, je nettoyais mes écoles moi-même et j'attendais que je couchais mon fils parce que j'étais toute seule, j'aimais pas qu'il y ait une gardienne. Quand je l'avais, je voulais être avec. Ouais. Là, je retournais à l'école pour nettoyer puis j'avais des notes. C'est fait, on l'a fait. Alors, j'ai toujours des employés formidables. Oui. Et si tu donnes, ils vont te redonner. Alors, respect des deux côtés. C'est ça qui m'a permis, honnêtement. Ça me fait penser un petit peu à l'entrepreneuriat de manière générale et le management de manière générale. Comment gérer ses équipes, leur laisser la liberté. En plus, je crois que ça rejoint un petit peu la méthodologie finalement et les méthodologies de ton école. Hein. Oui, ça fonctionne un peu de la même manière. Tu donnes cette liberté, mais aussi cette conscience de ce qui doit être fait et ce qui est bon. Et puis comme ça roule. Ils ont une moyenne de 10 ans avec moi, alors. Et ils restent, ouais, bien sûr. C'est eux qui font tout l'ouvrage. Je suis gâtée, alors. Moi, je vais pour les câlins. Ouais. J'en ai 220 par jour. 220. Oui, Ça 110 fait le beaucoup. matin, ça commence très bas et ça monte. Et un autre 110, parce que là, à 8 ans, ils ont presque 6 pieds en 8e année. bien Puis sûr. les petits poutres de 2 ans et demi, mais c'est ça. Ouais. C'est un challenge également de manager. Du coup, là, ça me fait penser au management. J'imagine que tu as de la gestion d'entreprise, proprement parler. Tu as la production, j'imagine aussi, de ton travail à proprement parler. Tu dois représenter ton école dans divers lieux et variés pour la faire connaître, notamment à tes débuts. J'imagine que c'est un challenge de mélanger tout ça. Comment t'as appréhendé finalement faire un peu de tout? T'as appris sur le tas? Tu t'es beaucoup renseigné? J'ai tu fait t'es ma entouré? comptabilité, je faisais ma paye. Ouais. Au début, on fait tout pour sauver. Puis je pense aussi ça portait beaucoup à ma réussite. C'est que les gens, quand ils partent en affaires, ils se voient trop un peu grandiose. J'engage un comptable, j'engage un électricien, j'engage un plombier. Je peux changer tout ce qui est brisé sur une toilette. Je peux changer tous les lumières du plafond à l'école. J'ai jamais eu 3 personnes dans le bureau. Mais beaucoup de gens, ils pensent, je pars, puis ils partent avec la gloire de s'entourer pour se donner une importance. Oui. Mais à la fin, là, ils feront pas autant d'argent. Alors, faut vraiment streamline, si tu veux, ton entreprise. Et même chose pour la publicité. Je partais pas de façon ridicule parce qu'éventuellement, une école, c'est bouche à oreille. Bien sûr. Parce que c'est les choses les plus importantes, c'est nos enfants. C'est l'expérience. Même au début, j'avais pas de site d'Internet, mais là, on recule 2003. Puis souvent, les Français, ils arrivaient aux des gens j'ai aimé savoir que vous étiez là, on vous trouvait pas, mais pour moi, dans le temps, je faisais des annonces des journaux, De OK? 20 ans. Ouais. Je me vieillis, mais dans le temps, c'était pas le site d'Internet qui était pour te dire que c'est une belle place. Bien Il fallait sûr. visiter. Ouais. Parce que c'est pour tes enfants, c'est leur futur. Ouais. Mais dans cette démarche-là, bien sûr, quand on connaît pas et qu'on n'est pas visible, il faut aller aussi sur place, faire des potes. Tu m'avais parlé de portes ouvertes, bien entendu, mais justement, faire des annonces sur le journal, se faire connaître, en fait. Personne ne peut savoir qu'on existe si on ne le Participer dit aux pas. parades de Noël à Aurora avec ton propre manège dans le milieu. Oui, faire toutes ces choses-là. Donc c'est fun, il y a aussi un petit peu de créativité, j'imagine, là-dedans pour trouver, parce que tu fais un peu de tout. Donc à la fois, tu dois, ce fameux manège-là, ça m'y fait penser, mais j'imagine que tu as un esprit aussi qui est créatif, qui sort un peu think outside the box. Oui, c'est important. Mais aussi, c'est les parents qui ont bâti le wagon qu'on avait là, dans le temps de la parade. Ils disent, on va t'aider. C'était créer une communauté aussi à l'intérieur de l'école. Oui, c'est ça. Toujours garder une balance entre que c'est des clients, mais garder le respect. Puis cette communauté-là aussi, elle a beaucoup aidé. Ouais, et t'en as fait une communauté aussi un petit peu francophone au sein de ton école finalement, ce qui était, toi t'en es un petit peu l'épicentre, tu rassembles un petit peu, tu leur donnes ce lieu finalement d'échange, d'apprentissage, là où ils vont grandir et évoluer, mais c'est avant tout aussi une communauté qui plus tard, j'imagine, s'entraidera ensemble, garderont contact. On reste en minorité francophone ici en Ontario par exemple, et donc du coup c'est super important d'avoir ces lieux de rassemblement où tu vas pouvoir justement t'entraider, avoir une fonction un petit peu de support aussi parfois, que ce soit personnel ou professionnel. Ouais. Yeah. C'est drôle combien de fois les parents disaient « Est-ce que tu enseignes les adultes aussi qu'on apprend le français? » Alors, il y a beaucoup de gens qui avaient l'intérêt. C'est nos 2 langues officielles au Canada. Alors... Et ça fait plus tard un vrai différenciateur lorsqu'on va chercher du travail. Tu me parlais aussi de ton fils, par exemple. Oui. Donc lui qui devient, qui va devenir avocat une fois qu'il aura passé. En fin de l'année, oui. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, il a des 2 langues, si ce n'est. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu me disais que ça serait un vrai atout pour lui pour après pratiquer son droit. Ben, c'est sûr que plus qu'on développe en ayant déjà 2 langues, on développe plus de notre cerveau. Alors déjà là, on est plus intelligent avec plus de langues parce que c'est un peu
concept, tu t'entraînes pour un marathon, tu développes les muscles des jambes. Tu t'entraînes pour un triathlon, tu as les jambes et les bras qui s'entraînent. Alors, même idée. Alors déjà là, il s'en va avocat, ça a fonctionné. Il sûrement qu'il a assez l'intelligence pour savoir rendu là. Oui. Mais c'est sûr, il est super fier de parler le français. Il sait que c'est la culture de sa mère. Fierté alors, aussi oui, à représenter le francophone. Il me texte qu'en français. C'est beau, là. Il me texte toujours en français. Mais il sait aussi que si jamais quelqu'un, ou ce qui était pour des entrevues, surtout qu'il voyait le dernier nom comme Tremblay ou Richard, êtes-vous français? Puis là, il y avait une relation qui se faisait. Ouais. Alors, ça l'aide, c'est sûr. Ça rassemble un petit peu, c'est sûr, et c'est certain. Moi, ça me fait penser à tous les organismes aujourd'hui qui existent, notamment à Toronto, comme par exemple le Collège Boréal et l'incubateur dans lequel on est aujourd'hui. Juste le fait de parler français, en fait, tout de suite, ça rapproche. On a tendance aussi à vouloir un petit peu s'entraider entre francophones. Oui. Donc, c'est des choses qui aident forcément et qui différencient aussi sur le marché de l'emploi après, plus tard, ou en étant tout simplement entrepreneur. Mais on pourrait s'améliorer. Il y a d'autres cultures qui se ressemblent plus et se supportent plus que nous. Ça, c'est intéressant. Et c'est sûr qu'il y a de la place pour s'améliorer. Tu penses qu'on pourrait faire davantage sur cette fonction support finalement et Encore plus, oui. Ouais. Chose importante, juste parce qu'on continue à promouvoir notre langue Bien sûr. au Canada. Mais c'est aussi, on devrait s'appuyer plus sur notre communauté ou notre culture, si vous voulez. Oui, c'est ça, parce qu'il y a la langue, mais il y a aussi le côté culturel dans tout ça, je trouve. Oui. C'est pas qu'une question de parler une langue, c'est une question d'avoir une culture qui est assez proche, que ce soit qu'elle soit franco-ontarienne ou québécoise. Oui. À la fin, quand même, ça rapproche. Il y en a d'autres qui font mieux que nous. Oui. Et on aurait de la place à s'améliorer. Bon, ben ça, c'est un super message en tout cas. J'espère que du coup, ça s'améliorera avec les années. Mais c'est vrai que du coup, il y a des organismes qui existent et ça, je l'entends. On en parlait avec d'autres invités notamment. Mais c'est vrai que ça mériterait parfois à avoir des points de rassemblement ou une fonction support qui est un petit peu plus forte. Oui. On n'a peut-être pas une église, mais on pourrait trouver certains autres centres pour se rassembler. Et toi, au niveau local, tu fais ça quand même avec ton école, malgré tout. Oui. Donc ça, mais aussi, il y a beaucoup d'anglophones à notre école, mais j'ai fait apprécier comme cette semaine, la semaine prochaine, la semaine qui s'en vient, on va fêter le Carnaval du Québec. D'accord. Alors, on va introduire ça à nos élèves, puis on va faire de la sucre à crème. Ouais, tu vois. Et des choses juste pour leur éduquer un peu sur nos traditions. Et pour le coup, là, c'est vraiment culturel et donc ça leur ouvre un petit peu l'esprit sur se dire que il existe, voilà, il y a tout un univers qui soit francophone, qui soit d'autres langues, peu importe, mais il y a tout un univers autour et c'est important aussi de s'y intéresser. Oui. Puis ils s'intéressent, les jeunes aussi, ça. Alors c'est bien, ça pique leur intérêt. Bon, c'est génial. Je vais parler peut-être niveau peut-être un petit peu plus entrepreneurial et puis surtout pour peut-être inspirer les gens qui nous écoutent. Si moi je démarrais mon aventure entrepreneuriale day one, je suis à Toronto, je suis en Ontario, peu importe, dans un environnement qui est majoritairement anglais. Mais j'hésite à me lancer, j'ai des peurs, bien entendu. Tous les entrepreneurs, forcément, se posent un milliard de questions avant de démarrer. C'est quoi les conseils que tu donnerais pour vraiment bien démarrer une activité entrepreneuriale? Premièrement, fais sûr que tu es passionné. Ouais. Vas-y pas pour l'argent, parce que la passion va apporter l'argent et non le contraire. Fais du networking. Essaie de trouver des gens dans le milieu que tu veux te lancer qui pourraient demander des conseils. Les gens ont tellement de fierté des fois. Moi, quand je voulais faire de quoi, je demandais le conseil à peut-être 15 personnes, puis ensuite, tu fais ta décision toi-même. Mais ça te donne bien sûr. un peu comme du brainstorming. Oui. Qui te coûte rien. Tu demandes aux gens. Hésite jamais à demander des conseils. Et puis, il y a plein de gens, des entrepreneurs notamment, qui ont fait 1 milliard d'erreurs et d'écouter justement leur retour d'expérience, ça te permettra... Alors, t'en feras, ça c'est certain, mais ça peut t'éviter de refaire les mêmes et justement s'entourer, d'avoir notamment des mentors. Ça peut être aussi une bonne chose pour pouvoir évoluer en tant qu'entrepreneur. Mais tu m'as dit quelque chose qui m'a pas mal inspiré. Tu m'as dit just do it, fais-le. Bon ne moment, te tracasse bon pas. temps, et ensuite just do it. Ouais. Ça n'empêche pas bien sûr de faire ses devoirs en amont et de faire son plan d'action ou son plan business, son plan d'affaires, pardon, pour être totalement franco. Mais de faire son plan d'affaires, de connaître son environnement. Mais à la fin, il y a beaucoup de rêveurs et puis il y a ceux qui font vraiment, qui prennent le risque et qui foncent là-dedans. Faut sauter. Mais c'est sûr, les gens autour de toi, souvent, je me fais dire, oh, tu es vite. Est-ce que tu as fait la recherche? J'ai fait toute ma recherche. Mais ça, c'est toi-même, comme entrepreneur, tu fais ta recherche. Quand tu sautes, là, tout le monde t'entend sauter.
Comme quand on saute dans un lac, splash. Ouais. Mais avant ça, fais ta recherche, va vérifier l'eau, fais sûr que... Et ainsi de suite. Bien sûr, on parle souvent en plus des succès des entrepreneurs, on parle de leurs erreurs une fois qu'elles sont révolues et qu'on en a fait un succès, mais vraiment la plupart du temps de l'entrepreneur et surtout au démarrage, c'est justement faire ce travail en amont, se préparer pour pouvoir se lancer. Il n'y a pas que la partie où on est en lumière justement et on parle et on se fait voir au monde. Il y a tout ce travail derrière la scène, si je peux dire ça comme ça, pour s'y préparer. Mais allez-y tranquillement aussi, parce que les erreurs vont être plus petites. Intéressant, oui. Alors souvent, les gens veulent se lancer dans 10 différentes... Mettons, c'est dans la fabrication. Limitez-vous au début. Oui. Allez-y tranquillement. Mais après ça, agrandissez. Comme allez à l'extrême. Mais au début, prenez votre temps. Les erreurs vont être plus petites. C'est ça. Avoir un focus, rester, être passionné parce que ça va prendre du temps. Il faut en être conscient. Le million va venir. Sois pas pressé. Puis quand le premier arrive, ça roule facile après. Ça grandit une fois après. Mais sois patient pour arriver au premier. C'est super inspirant. J'espère en tout cas que les auditeurs qui écoutent ce podcast en prendront conscience et puis se lanceront aussi par la suite. Je leur souhaite. Just do it. Anne-Martin, merci encore pour cette entrevue. Je te remercie pour ton temps et pour toute la valeur que tu as délivrée. J'imagine qu'on peut retrouver l'école sur Internet. Oui. LWMH. Oui. La Maison Montessori House, c'est l'acronyme.ca. Pour avoir davantage d'informations. Oui, ou juste faire la recherche sur Montessori. Oui, super. Je te remercie encore pour tout ce temps. Merci à toi. Et puis je remercie encore le gouvernement de l'Ontario et du Québec, ainsi que le Collège Boréal et l'incubateur ici, EIRI, à Toronto, de nous avoir accueillis. Si vous avez aimé et apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le liker, à commenter. Il est disponible sur toutes les plateformes de streaming, Apple Music, Spotify et j'en passe, ainsi que sur YouTube. Merci à tous.